Bien, nous allons terminer nos travaux de ce matin en recevant Madame Soisic Le Guiner et Madame Marie-Gaëlle Le Pajolec. Vous êtes, je crois, directrice générale de l'Institut génétique Nantes-Atlantique. Vous êtes très largement saisie de nombreuses demandes d'expertise pour la justice, je pense par l'ensemble des juridictions et juges d'instruction. Comme vous le savez, notre mission, c'est d'analyser la procédure de révision telle qu'elle est définie par les articles 622 et suivants, aussi bien sur la commission de révision que sur la commission de réexamen. Donc, nous avons voulu avoir votre avis sur l'impact des évolutions scientifiques actuelles sur la révision des décisions et sur la nécessité de conserver les scellés. Quel système faut-il mettre sur pied pour conserver des scellés, alors même qu'il nous est indiqué que dans les affaires les plus importantes, les commissions et les cours de révision se prononcent sans scellés, puisque la plupart du temps, ils ont été détruits. C'est quelque chose qui nous interpelle très fortement. Je tiens à vous dire que cette audition est publique, elle est enregistrée, ouverte à la presse, elle passe sur Internet, ou l'intranet, je ne sais plus exactement comment on dit. Nous attendons beaucoup de vous, parce que nous ne sommes pas, nous, des scientifiques. Nous nous présentons, nous sommes deux rapporteurs désignés par la Commission des lois, l'un de la majorité de l'Assemblée nationale, l'autre de l'opposition de l'Assemblée nationale, l'un avocat, l'autre magistrat, mais ça, ce n'était pas une obligation. Et nous avons donc, dans le cadre de cette mission d'information, à rendre un rapport qui va déboucher sur une proposition de loi, puisque aussi bien la Cour de cassation que les magistrats les plus importants nous demandent de modifier la loi. Et bien évidemment, nous sommes très interpellés par les nouveaux modes techniques qui sont les vôtres. Alors vous allez nous exposer dans quel domaine, vous allez nous dire quelles sont les propositions qu'il faut faire et en particulier les délais qui semblent indispensables pour conserver les scellés. Chacun a en tête l'affaire du petit Grégory, où actuellement un timbre aurait été mis par l'éventuelle personne susceptible d'être le responsable. Je suis très prudent. Et il n'y aurait pas suffisamment d'ADN actuellement. J'ai cru comprendre ça. Moi, je ne suis pas spécialiste. Bon. Mais est-ce que ça peut évoluer, ça, par exemple? C'est ça, dans l'avenir. Est-ce qu'en particulier, l'audition des voix peut évoluer, puisque nous avons dans tout un certain nombre de dossiers des écoutes téléphoniques sans que l'on puisse savoir éventuellement à qui ça incombe. On a vu l'importance que ça pouvait avoir dans une affaire récente concernant un ancien ministre, savoir si, oui ou non, c'était lui qui parlait ou pas. Enfin bon, vous avez compris à qui je fais référence, pas la peine de donner des noms. Mais ce sont sur toutes ces questions-là que nous avons besoin d'être éclairés et que vous puissiez nous dire en quoi la loi doit être modifiée afin que, en raison même de la survenance de progrès scientifiques terribles, on doive conserver les scellés pendant tel ou tel délai. Je donne la parole maintenant à Georges Fenech. Nous écoutons, mesdames. Messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs, je voulais d'abord vous remercier de nous avoir invités à vous faire part de notre expérience dans le domaine des empreintes génétiques. Nous avons préparé un très bref document qui expose les différents points que nous allons évoquer au cours de ce débat. Donc, sur la première page, je vous ai mis des photographies de notre laboratoire qui est donc situé au cœur de la ville de Nantes. Donc, le laboratoire IGNA est un laboratoire expert en empreintes génétiques. À ce titre, nous sommes des auxiliaires de justice. Nous sommes saisis soit au cours d'enquête, soit au cours d'informations judiciaires pour analyser des scellés sur lesquels nous devons rechercher des traces biologiques, établir une empreinte génétique à partir de l'ADN extrait à partir de ces traces biologiques
et déposer un rapport d'expertise. Et dans un certain nombre de cas, au final, nous devons, en tant qu'experts, aller déposer près des cours d'assises et relater les résultats obtenus par ces travaux, par les travaux réalisés au cours du laboratoire. Donc, j'ai voulu retracer très rapidement l'histoire de notre laboratoire, qui est en fait tout à fait parallèle à l'histoire des empreintes génétiques, à l'histoire de l'utilisation de l'ADN. Il s'agit d'un projet qui est né au CHU de Nantes et qui a été initié par le professeur Jean-Paul Moisan, décédé accidentellement l'été dernier. Donc, en 1988, le professeur Jean-Paul Moisan a créé le premier laboratoire français d'empreintes génétiques au sein du CHU de Nantes, au sein de l'hôpital, parce qu'au départ, l'ADN était utilisé dans le cadre de l'analyse des maladies génétiques. Et les empreintes génétiques ont été un outil pour l'analyse des familles où il y avait des cas de maladies génétiques. Ces empreintes génétiques ont été proposées à la justice et ont connu un tel succès que ce domaine d'activité a été externalisé en 2003. Donc nous avons créé la société IGNA dans le cadre des lois Allègre, et ceci dans le but de pouvoir suivre les évolutions technologiques, de manière à ce que nos bâtiments remplissent les normes de qualité qui étaient indispensables pour pouvoir effectuer des recherches d'empreintes génétiques en toute sécurité, et aussi pour répondre à la demande énorme par la justice de la mise en évidence d'empreintes génétiques à partir de scellés judiciaires. Donc aujourd'hui, IGN a 10 ans, nous fêtons notre anniversaire là actuellement, et nous avons réalisé des centaines de milliers d'empreintes génétiques dans le cadre d'enquêtes judiciaires et dans le cadre d'informations. Sur la page suivante, je vous ai fait un très bref rappel de l'historique des empreintes génétiques. Alors, c'est une science jeune, l'empreinte génétique, la biologie moléculaire. Entre 1944 et la découverte de l'ADN en tant que support de l'information génétique et les années 1990 où nous avons commencé à utiliser cet ADN pour réaliser des empreintes génétiques, il y a eu toute une période de silence. Donc l'ADN, le support de notre information génétique, l'ADN est niché au corps de nos cellules. Notre corps est composé de milliards de cellules. Ce sont des petites briques qui construisent notre individu et qui remplissent leurs fonctions dans l'organisme. Donc cet ADN se trouve au cœur de nos cellules, de nos milliards de cellules, dans le noyau. Et la molécule ADN, la molécule chimique de l'ADN, c'était un très long ruban, très fin, qui fait environ 3 mètres de longueur. Dans chacune de nos milliards de cellules, il y a 3 mètres d'ADN, donc sous forme d'un très long filament, très fin et très pelotonné sur lui-même. Et donc c'est ce matériau chimique, cette molécule chimique, que nous allons extraire des cellules qui sont sur les scellés, de manière à étudier des petites régions variables d'une personne à l'autre et qui permettent d'obtenir le code barre, qui est l'empreinte génétique qui va donc être spécifique d'une personne. Donc entre 1944 et 1985, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau de l'ADN, enfin pas en ce qui nous intéresse concernant les empreintes génétiques. Et en 1985, il y a eu 2 découvertes majeures de M. Alex Jeffreys, un Anglais, et de M. Mullis, un Américain, qui ont d'une part mis en évidence qu'il y avait des séquences répétées dans notre ADN, dans notre génome, des petites régions en nombre variable et qui sont variables d'une personne à l'autre. Ce sont ces régions variables que nous allons analyser pour établir l'image code barre de l'empreinte génétique. Et l'autre découverte, donc la PCR, c'est la méthodologie qui a été découverte et qui permet de cibler ces régions variables et de les recopier en un très grand nombre de manière à pouvoir les visualiser sous la forme du code barre qui nous intéresse. Donc à partir de ce moment-là, 1985, c'était il n'y a pas très longtemps, mais ces découvertes ont été très vite utilisées et mises à profit. Et en 1989, les premières expertises ont eu lieu en France, donc au CHU de Nantes notamment. En 1994, il y a eu la loi sur la bioéthique qui a réglementé un petit peu l'utilisation de ces empreintes génétiques dans la vie de tous les jours. On ne peut pas, nous, faire des empreintes génétiques à la demande de particuliers, par exemple.
En 1997 a été mise en place l'habilitation des experts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir réaliser des empreintes génétiques, il faut non seulement être expert en empreintes génétiques, avoir un certain nombre de diplômes et une expérience, mais il faut également avoir une habilitation de la chancellerie qui dépend d'exercices que nous réalisons 2 fois par an, qui dépend de l'infrastructure dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire le laboratoire IGNA, son équipement, ses normes qualité. Et donc cet agrément-là doit être renouvelé très régulièrement. Nous sommes excessivement contrôlés. Et en 1998, le fichier national a été créé parce que c'est un outil formidable à la disposition des enquêteurs. Le fichier national, le FNAEG, met en parallèle des empreintes génétiques mises en évidence sur des scènes de crime ou d'infraction et des empreintes génétiques de personnes connues, suspectes ou condamnées dans un cadre réglementaire particulier. Et lorsqu'il y a un match au FNAEG, ce que l'on appelle un hit ou un match, c'est qu'une empreinte inconnue trouvée sur une scène de crime se retrouve identique d'un point de vue informatique avec celle d'une personne connue, fichée parce qu'elle avait été suspecte ou condamnée. Et donc, cela permet d'identifier des traces ADN sur des scènes de crime et de résoudre des enquêtes. Sur la page suivante, je vous ai montré ce qu'était une empreinte génétique dans les années 1990. Donc, au tout départ, Sir Alex Jeffreys a donc mis en évidence ces séquences répétées dans le génome. Et pour les étudier, nous étudions d'abord des séquences répétées qui s'appelaient des VNTR, Variable Number Tandem Repeat, qui nécessitaient l'obtention de microgrammes d'ADN pour pouvoir être réalisées. Alors, des microgrammes d'ADN, cela paraît infiniment petit, mais en fait, cela correspond à l'ADN présent dans des milliers de cellules. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'à l'époque, pour obtenir une empreinte génétique, il fallait avoir une grosse tache de sang, une grosse tache de salive ou une grosse tache de sperme. Grosso modo, c'était les 3 types de prélèvements sur lesquels on pouvait travailler. Cela nécessitait aussi d'avoir un ADN de grande taille, non dégradé, puisque les VNTR, la technique que l'on utilisait à l'époque, ciblait des fragments qui faisaient plusieurs milliers de paires de bases. Et enfin, autre limitation, nous devions réaliser plusieurs semaines d'analyse pour obtenir un résultat qui pouvait être présenté dans un rapport d'expertise. Notamment, les années 90, ça se situe après l'affaire Grégory, je crois, et les cordelettes ou le timbre de l'affaire Grégory n'auraient pas pu être analysés par ces techniques VNTR. Alors, en revanche, dans les années 2000, nous avons commencé à utiliser d'autres techniques. Nous avons commencé à cibler des fragments d'ADN plus petits, qui s'appelaient STR, pour Short Tandem Repeat. Et à partir de ce moment-là, nous avons pu commencer à travailler sur des nanogrammes d'ADN, c'est-à-dire quelques centaines de cellules. Nous pouvions travailler sur des ADN dégradés parce que les cibles étaient de plus petite taille. De plus petite taille, c'est quelques centaines de paires de bases. Et les techniques étaient beaucoup plus rapides puisqu'en quelques jours, nous pouvions obtenir des résultats qui pouvaient être présentés dans un rapport d'expertise. De plus, cette technique d'analyse des STR, des empreintes génétiques par STR, était automatisable et ce fait-là a permis le développement des fichiers, notamment du fichier FNAEG. Alors aujourd'hui, nous utilisons toujours cette technique STR, Short Tandem Repeat, mais nous avons fait beaucoup de progrès, notamment les fabricants de réactifs ont fait beaucoup de progrès. Les réactifs que l'on utilise aujourd'hui sont très affûtés et nous permettent d'avoir des résultats de manière très rapide, avec très très peu de cellules. En théorie, on peut travailler avec une cellule, mais ce n'est pas tant la quantité de cellules qui est importante, c'est tout autant la qualité du matériel biologique qui est importante. C'est-à-dire que si l'ADN est dégradé et coupé en tout petits bouts, on ne pourra plus cibler ces quelques centaines de paires de bases qui nous permettent d'avoir une empreinte génétique. Donc, il faut vraiment qu'il y ait ces 2 facteurs-là qui soient remplis, une quantité limite donc, de matériel biologique et une qualité suffisante
utilisant du matériel biologique. Et d'autre part, grâce à tous les développements que nous avons pu réaliser dans nos laboratoires, les coûts ont été optimisés. Les empreintes génétiques, aujourd'hui, ça ne coûte plus si cher que ça, alors que ça n'était pas vrai au départ de l'utilisation de cette technique. Et enfin, Madame Le Guiner vous en parlera plus tard, nous avons développé des nouveaux marqueurs que nous pouvons utiliser, qui s'appellent des SNP, Single Nucleotide Polymorphism, et qui, eux, visent les variations d'une unité dans l'ADN. Donc voilà, je vous ai retracé l'historique des empreintes génétiques et tous les progrès qui ont été réalisés dans un laps de temps très court, en fait, puisque en 25 ans, tout cela a été réalisé en 25 ans. Alors, mais, la page suivante, il y a un mais. Effectivement, le développement de ces techniques et surtout le fait qu'aujourd'hui, nous soyons capables de travailler sur un nombre très, très réduit de cellules, une quantité infime de matériel biologique. Aujourd'hui, nous travaillons sur des traces de contact, nous travaillons sur des traces qui peuvent être laissées par des dépôts infimes de matériel biologique, de liquide biologique, de salive ou autre. Donc, du fait de ces avancées techniques, il est apparu de nouveaux risques et j'ai notamment mentionné le risque de contamination, puisque c'est un risque qui est très important quand on détecte des quantités infimes de matériel. Alors, une contamination, qu'est-ce que c'est? Une contamination, c'est lorsqu'un ADN est identifié sur un scellé judiciaire et que cet ADN, en fait, n'a aucun lien avec les faits. C'est une pollution, quelque part, qui a été apportée. Alors, cette pollution, elle peut avoir lieu à tout un tas de niveaux. Elle peut avoir lieu au niveau de la scène de crime, si la scène de crime n'est pas protégée, si les éléments sont touchés par des témoins, par des protagonistes de la scène de crime. Elle peut avoir lieu au cours de la constitution des scellés. J'ai des exemples où l'enquêteur, le policier qui constituait les scellés était très précautionneux, changeait de gants entre chaque scellé, était très au courant de toutes les précautions qu'il devait prendre pour ne pas polluer les scellés, mais qui, pour écrire sur la fiche des scellés, utilisait le crayon qu'il utilisait tous les jours à son bureau. Et sur ce crayon, il avait laissé des cellules lorsqu'il le manipulait à main nue dans son bureau. Et ces cellules se retrouvaient sur ses gants lorsqu'il prenait le stylo avec ses gants, et donc étaient déposées ensuite sur les scellés de manière malencontreuse. Et donc nous, comme on est capable de détecter très peu de cellules, l'ADN à partir de très peu de cellules, ce que l'on a mis en évidence à partir des scellés analysés, c'est l'ADN de l'enquêteur, et non pas l'ADN du criminel qui avait manipulé ces scellés avant lui. Donc, au cours de la constitution des scellés, il peut y avoir des pollutions, au cours du transport et au cours des laboratoires, bien sûr, il peut y avoir aussi des pollutions. Alors, dans les laboratoires d'empreintes génétiques, nous allons devoir, à partir de novembre 2013, être accrédités 17025. Ce sont des normes de qualité très strictes qui doivent garantir normalement l'absence de ces pollutions sur les scellés, mais il y a toujours des cas que l'on n'a pas imaginés et qui peuvent se produire. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque l'on met en évidence une empreinte génétique sur un scellé, il faut toujours se poser la question, est-ce que cette empreinte génétique représente vraiment l'ADN de l'agresseur ou est-ce qu'elle a pu être déposée de manière fortuite sur l'objet qu'on est en train d'étudier? Deuxième point, c'est qu'on ne peut pas dater l'ADN aujourd'hui. On ne sait pas, lorsqu'on analyse un ADN prélevé sur un objet, on ne sait pas s'il a été déposé une heure avant, une semaine avant, un mois avant. L'ADN, cette très longue molécule, est à la fois très fragile, puisqu'elle peut être dégradée par les éléments extérieurs, mais elle peut aussi être très solide et rester très longtemps en place lorsqu'elle est conservée correctement. Et donc, on peut retrouver cet ADN des semaines, des mois, des années après. Et j'ai en tête l'exemple d'un procès d'assises auquel j'ai participé, où le monsieur qui était dans le box des accusés avait fait 2 ans de prison en attente de son procès, parce qu'on avait retrouvé son ADN sur un objet qui avait servi à agresser quelqu'un. Et
et cet ADN avait matché au FNEG, avait été identifié par le FNEG dans un autre contexte, dans le cadre d'une autre affaire. Et donc, ce monsieur-là, qui était en prison depuis 2 ans, son métier, c'était ferrailleur. Et il touchait tous les jours des morceaux de ferraille, comme le morceau de ferraille qui avait servi à blesser la victime dans le cadre duquel il y avait un procès. Et donc, ce monsieur a été acquitté, bien sûr, puisqu'il a été prouvé qu'il n'était pas sur le lieu des faits. À ces moments, il avait un très bon alibi et donc il a fait 2 ans de prison parce qu'on n'avait pas daté l'ADN et parce que nous ne savons pas le faire, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. On ne peut pas aujourd'hui dater un ADN déposé sur un scellé. Donc voilà, l'ADN, on l'a souvent traité de reine des preuves. Et effectivement, ça peut être un élément déterminant dans une enquête, puisque quand on trouve une tache de sang, quand on trouve une tache de sperme, qu'on arrive à obtenir une empreinte génétique, ça veut dire quand même que cette tache de sang et cette tache de sperme a été déposée sur le scellé. Mais il faut toujours quand même se poser la question, lorsque les résultats ADN ne correspondent pas ou paraissent incongrus par rapport au dossier criminel, à l'enquête, il faut quand même se poser la question toujours, est-ce que vraiment l'ADN est à sa place dans ce dossier? Pourquoi il est là? Pourquoi il est là, cet ADN? Est-ce qu'il n'a pas pu être apporté par des agents extérieurs? Donc, Madame Le Guiner va poursuivre en vous parlant des évolutions techniques. Je parler donc effectivement des évolutions techniques et technologiques aujourd'hui dans notre métier. Donc, comme vous l'a dit Marie-Gaëlle Lepage-Olec, on travaille aujourd'hui sur des microtraces, donc à partir de quantités infimes d'ADN. Cette possibilité nous a été apportée par toutes les évolutions biologiques et scientifiques, l'utilisation de microbilles aujourd'hui pour les extractions, qui permet vraiment de travailler à partir de tout type de traces et de lever d'éventuelles inhibitions. On a aussi maintenant un grand panel de tests qui nous permettent, en parallèle des analyses génétiques, de pouvoir déterminer d'identifier la nature biologique de la trace, savoir effectivement si on est en présence de sang, de sperme, de salive, de matière fécale, qui permettent vraiment d'amener aussi des éléments supplémentaires, qui sont aujourd'hui des tests chimiques, immunologiques. Et puis en parallèle de tout ça, il y a eu bien sûr tout au long de l'évolution de notre métier tout le travail qui a été fait sur le génome humain et donc la connaissance du génome humain qui a permis de découvrir de nouveaux marqueurs génétiques, donc comme les SNP, les Single Nucleotide Polymorphism, qui sont un nouvel outil qui permet vraiment de faire évoluer les techniques et les possibilités d'investigation dans notre métier et d'analyse d'empreintes génétiques. Donc, une application donc, sur la page suivante de l'analyse de ces SNP, c'est un texte qu'on avait mis en place au laboratoire il y a 8 ans maintenant, le TOG, test d'orientation géogénétique, qui se basait donc sur des marqueurs génétiques qui répondaient complètement à la législation, dans le sens où ils n'allaient pas cibler des zones codantes de l'ADN, parce que ça fait partie des contraintes que l'on a aujourd'hui, et qui permettaient quand même, par l'étude de certains de ces marqueurs SNP, de donner une orientation sur l'origine génétique d'une trace. Donc c'est des choses qu'on a pu faire au laboratoire sur des affaires criminelles, viols, homicides. C'est un test aujourd'hui que nous ne réalisons plus parce qu'il y a eu une polémique qui nous a été un peu reprochée. Enfin, c'est des choses qui sont aujourd'hui possibles. Et si vous allez sur la page suivante, vous verrez qu'aujourd'hui, ce qui est aussi possible, c'est un ensemble d'informations phénotypiques. C'est des choses qui se font maintenant aujourd'hui couramment en Espagne, en Hollande. Aujourd'hui, il y a des tests qui existent qui permettent, à partir de traces ADN, de déterminer la couleur des yeux de la personne, la couleur de ses cheveux, s'il a des fossettes, la forme de son menton, s'il a les oreilles décollées ou non. Donc toutes ces informations phénotypiques aujourd'hui, elles sont inscrites dans notre ADN et elles peuvent être déterminées à partir d'une trace. Donc sur la page suivante, et demain, toutes ces analyses phénotypiques, c'est ce qu'on appelle le portrait robot par l'ADN. C'est quelque chose bien sûr qui va s'affiner. Au niveau mondial, il y a des études dans de nombreux pays pour établir un lien entre des caractéristiques phénotypiques d'un individu et son ADN.
Bien sûr, ce portrait robot, ce ne sera jamais une photo parce que l'environnement intervient. L'environnement agit bien sûr sur ce que l'on est et sur ce que l'on devient. Ce n'est pas écrit dans nos gènes dès le départ comment on va être à 40 ans. Il y a bien sûr un volet environnemental, mais bon, ça va forcément évoluer et amener des éléments aux enquêteurs pour aider à des identifications. Donc en parallèle de tout ça, bien sûr, beaucoup de choses évoluent, des choses qui sont mises en place aujourd'hui beaucoup au niveau des diagnostics, sur tout ce qui est les techniques de séquençage rapide. Donc là, c'est vraiment l'avenir de notre métier, parce que ces techniques de séquençage multiples, elles permettront, à partir d'une même trace, d'aller chercher des informations multiples. Aujourd'hui, à partir d'une trace ADN, d'une micro-trace ADN, il y a parfois des moments où on est obligé de choisir le test qu'on va vouloir faire parce qu'on n'aura pas suffisamment de matériel biologique pour pouvoir déterminer, avoir une empreinte génétique, savoir quelle est l'origine biologique. Alors que demain, avec ces techniques de séquençage rapide, toutes ces informations, on pourra les avoir à partir d'une microtrace, c'est-à-dire les informations d'empreintes génétiques telles qu'on les connaît aujourd'hui et qui sont dans les bases de données d'aujourd'hui, mais aussi des informations phénotypiques, donc les portraits robots, c'est ce genre d'informations. De la même façon, l'origine biologique de la trace. Ça permettra de travailler sur des ADN beaucoup plus dégradés. Donc même si les techniques ont évolué et qu'aujourd'hui on est capable de travailler sur de l'ADN dégradé, donc parce qu'on cible des petits fragments, on est encore par la technologie des STR qu'on utilise soumis à des contraintes qui fait qu'on ne peut pas descendre en dessous de 100 paires de bases. Demain, sur des techniques de séquençage rapide, on pourra descendre sur des fragments de 40-50 paires de bases, donc aller travailler encore sur de l'ADN encore plus dégradé. Et de la même façon, on pourra aussi interpréter plus facilement des mélanges d'ADN pour pouvoir identifier dans un mélange, aujourd'hui sur l'analyse des STR, au-delà de 3 individus, donc au-delà de 3 empreintes génétiques qui se superposent sur une même trace, on peut difficilement interpréter les résultats. Demain, le séquençage nous permettra de mieux isoler les ADN les uns des autres et puis de pouvoir aussi déterminer dans un mélange cet ADN, il y a du sang sur la trace, et c'est cet ADN-là qui provient du sang. Il y a du sperme sur la trace, c'est cet ADN-là qui provient du sperme. Vraiment, toutes ces informations-là seront disponibles. Donc, bien sûr, tout ça, ça pose aussi beaucoup de questions, et ça va forcément nécessiter une évolution. Et donc, sur la dernière page, on vous a parlé effectivement des points des questions qui se posent. Il y a une évolution nécessaire et aussi une mutualisation des bases de données. Aujourd'hui, en Europe notamment, on a avec les textes de Prüm, on a des échanges possibles entre les bases de données, mais ces bases de données, il faut qu'elles évoluent aussi en parallèle de la technique pour intégrer les nouveaux marqueurs génétiques qui sont analysés, qui sont identifiés et qui permettent d'optimiser les résultats et donc qui permettront aussi d'optimiser les comparaisons. Donc cette mutualisation, elle est nécessaire parce que bien sûr, les cambrioleurs, les criminels ne passent les frontières. Donc il faut aussi que nous, on puisse évoluer. Évolution de la législation, elle va être nécessaire pour pouvoir suivre les évolutions techniques. Donc les lois de la bioéthique aujourd'hui en France cadrent grandement notre activité et devront nécessairement évoluer pour nous permettre d'utiliser des outils qui aujourd'hui vont être possibles. La notion de portrait robot aujourd'hui n'est pas un outil qu'on peut utiliser en France parce que justement on va sur l'ADN codant. Donc il y a besoin de revoir la législation et bien sûr il faut encadrer les techniques mises en œuvre et l'exploitation des résultats qui en est faite, c'est une évidence, mais il ne faut pas non plus s'empêcher de pouvoir utiliser des techniques qui seront utilisées partout ailleurs. Donc bien sûr, il faut aussi optimiser le traitement des scellés, traitement généralisé et efficace, parce que l'avènement des empreintes génétiques et des bases de données nationales ont montré l'efficacité dans la résolution d'affaires, que ce soit des affaires délictuelles à des affaires criminelles. Et je pense que pour que ce soit efficace et aussi pour que les coûts soient le plus optimisés, on a montré qu'on peut, en faisant des analyses génétiques sur
sur grand nombre d'affaires en résoudre beaucoup. Donc il faut vraiment que... Il ne faut pas réserver ce type de technologie à des affaires criminelles. Il faut vraiment que ce soit généralisé. Et puis en plus, une affaire où, voilà, qui vole un œuf, vole un bœuf, mais on ne sait jamais ce que ça peut devenir. Donc c'est important de le traiter sur tout type d'affaires. L'importance de la mise en place de la traçabilité des scellés dès la scène de crime. Aujourd'hui, la traçabilité par code barre des scellés, elle ne commence qu'aux portes du laboratoire. Enfin, elle commence à passer la porte des laboratoires. Les scellés aujourd'hui sur des scènes sont identifiés par des numéros de procédure et numéros de scellés, alors que dans la base de données FNEC, par exemple, il y a déjà des codes barres qui sont associés, mais qui ne sont pas physiquement collés sur les scellés parce que sur le terrain, ils n'ont pas le matériel nécessaire. Donc là, il y a un vrai effort à faire pour qu'un identifiant unique soit associé à un scellé dès sa confection et que cet identifiant, il le suive tout du long. Donc au moment de sa récupération de mise sous scellé, dans les différents laboratoires ou services dans lesquels il peut passer pour faire les analyses, et après, bien sûr, pour gérer tout ce qui est la conservation. Donc cette effectivement question de conservation des scellés, elle est très importante. Vis-à-vis de notre activité, donc analyse ADN, l'ADN a plusieurs ennemis, la lumière, la chaleur, et l'humidité, donc qui va permettre le développement d'agents microbiens. Donc il faut effectivement préserver les scellés à l'abri de la lumière. Donc là maintenant c'est les enveloppes en papier craft, c'est effectivement ce qui est utilisé maintenant systématiquement. Enveloppes en papier craft pour permettre aux objets de respirer, donc de rester secs, mais tout en étant à l'abri de la lumière. Il faut, dès qu'on est sur des objets qui peuvent dépérir, il faut pouvoir équiper des services de congélateurs. Dans les greffes de tribunaux aujourd'hui, ils n'ont pas de congélateurs. Donc tout ce qui est prélèvement sur des victimes sont conservés dans les laboratoires. Et puis il y a aussi dans notre domaine d'activité un vide juridique sur la conservation et la gestion des extraits d'ADN. C'est-à-dire quand on va faire un prélèvement sur un scellé, sur une trace, on va travailler, donc on va potentiellement prélever l'ensemble de la trace, c'est-à-dire que si on reprend le scellé derrière, il n'y aura plus de présence d'ADN. Et ce support, cette trace derrière, nous, on en extrait l'ADN, et l'ADN, on s'en sert pour faire nos analyses. Mais il nous en reste. Nous avons aujourd'hui, IGNA a 10 ans, nous avons plusieurs congélateurs pleins d'extraits d'ADN correspondant à des analyses que nous avons effectuées sur des traces. Et on les conserve parce que ça nous paraît important de les conserver, parce que justement les techniques évoluent et qu'on peut vouloir revenir dessus. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de valeur réelle, ces extraits d'ADN. Donc, ils n'ont pas d'existence légale, si j'ose dire. Donc, il y a aussi quelque chose à faire sur cette notion d'extraits d'ADN qui peuvent, aussi bien que des scellés, si un scellé est conservé, mais s'il a déjà été analysé et qu'il n'y a plus rien dessus, il sera important de revenir sur l'extrait d'ADN pour pouvoir, quelques années plus tard, l'analyser avec de nouvelles techniques et obtenir un résultat qui n'avait pas pu être obtenu en première intention. Donc voilà les différents points déjà qu'on voulait évoquer avec vous. Là est passionnant. Il y a quelques questions que je voudrais vous poser. L'extrait d'ADN que vous prenez, est-ce qu'il évolue lui-même avec le temps ? C'est-à-dire, vous m'expliquez que par un extrait d'ADN, on va pouvoir avoir, pas la photographie, mais à peu près, de la personne en question. Est-ce que cet extrait d'ADN évolue ? C'est-à-dire, est-ce qu'il évolue comme la personne en question ? Non, l'extrait d'ADN, il n'évolue pas. C'est figé, c'est un instant T. Donc après, on l'a et les informations qu'on a dessus resteront identiques. Deuxième chose, en ce qui concerne le fichier national ADN, il y a un fichier national. Est-ce que, globalement, vous estimez, il faut voir la CNIL et tout ça, c'est un autre problème, mais est-ce que ce fichier national doit être assimilé au fichier des empreintes génétiques et au fichier des empreintes par le doigt, c'est-à-dire, c'est ça que j'ai voulu dire, excusez-moi, digital, fichier des empreintes digitales, c'est-à-dire que est-ce qu'il est concevable que l'on ait un fichier national qui s'applique à tous les Français
à travers l'ADN? C'est une grande question qui dépasse notre avis. C'est un problème d'éthique, en fait. Est-ce que nous, ça ne nous poserait pas de problème de typer tous les ADN. Ça ne donnera aucune information autre qu'un ensemble de chiffres qui peuvent être stockés comme un numéro de sécurité sociale, si vous voulez. Alors maintenant, est-ce qu'il faut ficher tous les Français? Je préfère ne pas répondre à cette question. Moi personnellement, je n'aurais aucun problème à être fiché de cette manière-là. La difficulté du fichage généralisé, je pense qu'elle est liée à la peur de qu'est-ce qu'on en fait derrière. Donc voilà, dans un monde idéal, effectivement, on se dit tout le monde est fiché à la naissance et puis comme ça, on est sûr de pouvoir identifier quand on a des traces. Mais il faut bien quand même, là c'est les restrictions qu'a indiqué Marie-Gaëlle Lepage-Olek tout à l'heure, c'est que l'ADN ne fait pas tout. Donc il ne faut pas non plus que, parce qu'on a fiché tout le monde et qu'on identifie telle personne à tel endroit, bon, bah, c'est lui qui a fait ça. Non, aujourd'hui, voilà, il faut aussi replacer les comparaisons, les résultats que peuvent donner l'ADN, parce que justement, aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas, une trace, un mégot qui est resté là, mais il peut être là depuis 10 jours et la personne était passée là 10 jours avant et n'a rien à voir avec les faits. Donc voilà, c'est plus sur ce côté-là, le fichage systématique, peut-être pas pour tout de suite. Enfin, il y a une vraie réflexion à mener et des limites à donner à l'utilisation. Donc je note qu'entre les empreintes digitales et les empreintes ADN, c'est pas pareil. Deuxième chose, maintenant, la question que je voudrais vous poser est la suivante. Nous connaissons toutes les affaires dans lesquelles la culpabilité a été discutée par la personne condamnée qui s'affirme innocente. Est-ce qu'il serait envisageable, dans tous ces dossiers-là, de faire une recherche ADN du dossier qui permettrait éventuellement de donner un élément nouveau au dossier lui-même? Alors, on peut faire des recherches ADN à partir du moment où il y a un matériel biologique à disposition. Il y a tout un tas d'affaires où les auteurs se protègent, portent des cagoules, mettent des gants, ou ne touchent à rien. Et donc, on n'a pas de support, on n'a rien qui puisse être prélevé, qui puisse ensuite être soumis au laboratoire pour déterminer une empreinte génétique. À supposer que nous ayons des scellés dans tous ces dossiers-là, est-ce qu'on pourrait envisager de vous confier à vous ou à un autre organisme une étude de ces scellés uniquement dans les cas, je dis bien, mais pas forcément dans les cas pour lesquels les commissions de révision seraient saisies, mais dans l'ensemble des cas pour lesquels la culpabilité est contestée? Est-ce que c'est techniquement concevable? Oui, techniquement, c'est concevable. Bien sûr que c'est concevable. À partir du moment où il y a des scellés judiciaires avec du matériel biologique dessus, si ces scellés ont été correctement conservés et pas manipulés, je repense au timbre de l'enveloppe de l'affaire du petit Grégory qui a été manipulé par tout un tas de personnes, parce qu'à l'époque, on ne savait pas. On ne savait pas qu'il y allait avoir l'ADN et qu'on allait pouvoir identifier quelqu'un avec l'ADN laissé sur un objet. Donc, si ces objets ont été correctement conservés, on peut bien sûr les ressortir des greffes des années après et les analyser pour mettre en évidence une empreinte génétique. À partir de ce moment-là, la durée de conservation des scellés. C'est pour ça que j'arrive à cela. Est-ce que vous pouvez nous faire part de vos réflexions sur la durée de conservation compte tenu de l'évolution actuelle et de l'évolution future envisageable des techniques, et en particulier en matière génétique, qui vous semblerait être indispensable? Je crois qu'aujourd'hui, c'est 30 ans, la durée de conservation des scellés. La prescription d'une affaire criminelle, à partir du moment où il n'y a pas eu de fait nouveau, c'est 10 ans. Donc, normalement, 30 ans, ça doit être une durée
durée convenable. De toute façon, 30 ans après les faits, on peut imaginer qu'un certain nombre de protagonismes ne sont plus là. Je pense que 30 ans, c'est une durée qui me paraît raisonnable. Les scellés disparaissent bien avant 30 ans. Hein. Bien. Oui, mais normalement, c'est 30 ans. On doit conserver les scellés judiciaires 30 ans. Dans l'affaire Le Prince, tous les scellés ont disparu sauf un. Là, cela signifie qu'il y a eu un problème au cours de la chaîne judiciaire. Il y a eu un problème quelque part qui a fait que ces scellés ont été soit mal stockés et perdus, soit détruits, et chose qui n'aurait pas dû arriver. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie difficulté, je pense, de par les services enquêteurs ou les magistrats et les services de greffe, de tribunaux, ceux qui sont submergés de scellés, qui ne savent plus quoi en faire. Donc, il y a vraiment un vrai travail à effectuer sur la pertinence, affaire par affaire, de conserver ou non les scellés. Garder des affaires, je n'ai même pas idée du volume que ça peut représenter, des scellés judiciaires sur 30 ans d'activité. Je peux vous le dire à peu près. D'après ce qui nous est indiqué, il y a environ 1 500 000 scellés. C'est à peu près ça. De moyens modernes comme les codes barres est indispensable. Alors, on a abordé tout à l'heure la question des scellés congelés, le fait que les laboratoires soient obligés de conserver des scellés congelés, alors qu'a priori, ça n'est pas leur vocation. Normalement, les scellés, une fois que l'expertise a été réalisée, doivent retourner dans les greffes. Or, les greffes ne sont pas équipées de congélateurs, et donc, comme nous ne voulons pas que les scellés soient perdus, détériorés, nous les gardons au laboratoire. Mais régulièrement, quand même, nous sollicitons les tribunaux en leur demandant « Est-ce que l'affaire a été jugée? Est-ce que vous pensez que l'on doit encore conserver ces scellés ou est-ce que l'on peut les détruire ?» Et à ce moment-là, il peut y avoir une erreur d'aiguillage, effectivement, du TGI qui pense que les scellés ne sont plus utiles et donne l'autorisation de destruction. Je sais que c'est arrivé un certain nombre de fois, malheureusement. Et là, effectivement, quand on veut revenir sur des scellés comme ça, c'est très, très dommageable. Une dernière question que je voulais vous poser. Un cheveu ou un poil, c'est quelque chose qui n'est pas appartient à une seule personne ou il n'y a pas de problème là-dessus? Alors, ça va dépendre de la technique d'analyse qu'on va utiliser. Un cheveu ou un poil avec un bulbe, donc on va retrouver dans le bulbe de l'ADN nucléaire, c'est l'ADN dont on vous parle depuis le début et qui, lui, permet vraiment d'identifier une personne. Un cheveu ou un poil où il n'y a pas de bulbe, un cheveu coupé où on ne retrouve plus de présence de bulbe, par contre, on va analyser une autre molécule d'ADN qui est l'ADN mitochondrial, qui est le seul ADN présent dans la tige des cheveux et des poils. Et cet ADN mitochondrial, effectivement, a la particularité d'identifier non pas une personne, mais une lignée maternelle. Donc là, il y a une lignée maternelle, c'est-à-dire que l'ADN mitochondrial nous est transmis par notre mère, et donc nous avons le même ADN mitochondrial que tous nos frères et sœurs, que nos tantes, que nos cousins par nos mères. Voilà, donc c'est identifier une lignée maternelle. Mais ça permet quand même une identification quand on n'a que ça. Conservation d'une trace ADN, il faut qu'elle soit congelée. Vous parliez de papier craft, de protection de lumière, etc. Ou est-ce qu'il faut en plus une congélation? Tout dépend en fait de l'état dans lequel se trouve le scellé. On vous a apporté à titre d'information ce que nous appelons le guide du prélèvement, que nous éditons au laboratoire à l'usage des enquêteurs et qui donne des préconisations sur la conservation des scellés. Alors, en fait, soit le scellé est sec et à l'abri de la lumière et il peut se conserver sec et à l'abri de la lumière, soit le scellé est périssable, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un morceau de muscle ou un os avec de la chair. Enfin, on peut tout imaginer comme scellé périssable, c'est-à-dire non sec, sur lesquels il peut y avoir un développement bactérien et donc une dégradation de l'ADN. Et si le scellé est périssable, il faut le congeler. Voilà les deux règles en fait. Soit le scellé est sec et peut être conservé sec, soit il n'est pas sec, et dans ce cas-là, il faut soit le sécher, s'il est possible de le sécher. Je pense à des vêtements ensanglantés, par exemple, on peut les sécher, les conserver secs après, dans ce cas-là. Mais si on ne peut pas sécher
le scellé, il y aura forcément développement de moisissures ou de bactéries qui vont dégrader l'ADN. Donc pour stopper ça, il faut congeler le scellé. Voilà les cas où il faut congeler les scellés. Donc actuellement, vous dites qu'il n'y a pas de congélateur dans les scellés des Dans les greffes. greffes. Et donc c'est vous qui êtes amené à conserver, ça doit Voilà. vous faire une masse importante, Effectivement, et une gestion importante. une gestion importante. Oui. Ça représente quoi physiquement? Physiquement, aujourd'hui, donc sur 10 ans d'activité pour IGNA, on a 4 bahus et une quinzaine de congélateurs à tiroirs. Donc, ils sont aujourd'hui plein de scellés que l'on conserve qui correspondent à 10 ans d'activité. Donc, comme exemple de scellés périssables, il y a bien sûr tout ce qui est prélèvement sur les victimes dans le cadre d'agressions sexuelles, qui sont bien sûr conservés congelés. Et quel est le coût moyen de la conservation d'un scellé congelé? Oui, le coût. Combien ça coûte? Parce que ce coût, c'est vous qui le conservez, mais de votre initiative, donc ça ne rentre pas en frais de justice, là. C'est vous qui avez supporté le coût, en fait, c'est votre laboratoire, non? Alors, à IGNA, parce qu'on avait l'expérience du CHU où on s'était fait déborder par ça, à IGNA, depuis le départ, on a mis en place une facturation pour conservation. Donc, c'est du coup une prestation qu'on propose au magistrat qui, si lui trouve une autre solution de stockage, peut récupérer ses scellés. On assure dans ce cas-là le transport congelé. Mais sinon, on fait une facturation annuelle pour conservation. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui sont facturées 40 € par an pour scellé, parce qu'effectivement, il y a bien sûr le coût linéaire, le coût attaché aux équipements, un coût qualité, parce que bien sûr, qui dit chaîne du froid dit métrologie, pour s'assurer. Donc il y a tout ce coût-là associé à la conservation aujourd'hui. Ce que je ne comprends pas. Vous conservez sur une ordonnance du magistrat ou par rapport à votre propre éthique? Alors, on conserve parce que, en fait, quand on rend nos rapports d'expertise pour ce type de scellé, on dit que le scellé est conservé à moins 20 et on fait un courrier au magistrat lui demandant de nous signifier ce qu'il veut qu'on fasse. Est-ce qu'on assure effectivement la conservation? Est-ce qu'on doit lui renvoyer ou est-ce qu'il nous autorise? C'est parfois le cas, direct sur des affaires souvent d'identification de cadavres où il n'y a pas de questions à se poser sur autre chose, et il peut nous autoriser à détruire de suite le scellé. Mais on lui pose la question et c'est en fonction de sa réponse qu'on va assurer la conservation ou non. Alors, ce que je veux signaler aussi, c'est que parfois nous n'avons pas de réponse et donc, de par notre propre éthique, nous conservons les scellés. Imaginons que le législateur impose une conservation dans un délai de 30 ans. Des scellés, notamment, qui portent des traces ADN exploitables. Ça représenterait un coût important, ça. Difficile à dire, bien sûr, mais... C'est difficile à dire de parler de coûts. Bon, effectivement, il y a tout le volet scellés congelés qui, eux, nécessitent des conditions particulières et donc un coût plus important. Après, les scellés à température ambiante, c'est un coût de linéaire, quoi, de surface. Mais sachant qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. Il y a le pendant du FNEG, le SCPPB, service de conservation des prélèvements biologiques, qui est géré par la Gendarmerie nationale, mais qui aujourd'hui, alors je n'ai pas en tête son taux de remplissage, mais c'est un service dans lequel on doit envoyer théoriquement l'ensemble des scellés pour lesquels on a eu une trace exploitable, donc on a pu transmettre au FNEG. Donc aujourd'hui, les traces qui sont au FNEG, s'il y avait du résidu, les scellés correspondants sont conservés au SCPPB. Donc c'est déjà des solutions aujourd'hui qui ont été des solutions de stockage, donc qui ont été pensées, qui existent. Et donc il faut s'appuyer sur cette expérience-là, mais pour l'étoffer, qu'il y ait des services centraux de préservation des scellés et de préservation des traces, ça me paraît une bonne solution. On ne va pas demander à chaque service, à chaque greffe de TGI de devoir s'équiper et d'assurer de la métrologie sur des équipements congelés et autres. Je pense qu'il faut s'appuyer sur ce genre d'expérience du SCPPB qui fonctionne. Et qu'il faut développer. Mais qui est réservé, réservé à quelques scellés simplement. Une fois que l'affaire est jugée définitivement, que le scellé n'est plus vivant en quelque sorte pour la justice, il pourrait être transféré dans un lieu unique, stocké pendant un certain délai. C'est ça que vous dites. Tous les scellés dans ce cas. Oui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les scellés des affaires où il y a une contestation
de culpabilité. N'est-ce pas? Oui, mais nous, on le sait. À partir du moment où la décision est définitive, on sait s'il y a eu contestation ou pas sur la culpabilité. Oui, ça j'ai bien compris, mais c'est en termes de coût. Parce que, bon, avec la chancellerie, on aura évidemment une discussion là-dessus. Est-ce que l'on peut envisager d'analyser le coût de conservation de scellés pendant 30 ans des affaires où la culpabilité est discutée? Oui, je pense qu'on peut l'envisager effectivement en faisant appel à des services qui existent déjà mais qui sont réservés à des affaires particulières pour lesquelles un ADN a été mis en évidence et envoyé au FNEG. Un ADN inconnu donc a été mis en évidence. Et en généralisant ce mode opératoire, on pourrait conserver tout un tas de scellés, comme le disait Mme Le Guiner. Je vais plus loin. Est-ce que vous-même, dans le cadre de votre laboratoire, vous pourriez nous faire une petite note nous disant si nous avions conservé pendant 30 ans les scellés, dans les affaires où il y a contestation de culpabilité, il faudrait envisager un coût de temps. Est-ce que vous pouvez nous faire une note là-dessus? On peut toujours faire la note, ça oui. Très important pour nous, vous le comprenez bien. Parce que nous n'avons pas la possibilité, nous, dans le cadre d'une proposition de loi, de faire des propositions qui alourdissent le coût pour le budget de l'État. Il faut qu'on soit autorisé par le garde, etc. Donc, j'aurai la discussion à ce niveau-là, mais ça va les intéresser aussi beaucoup. Donc, si vous pouviez nous faire parvenir ça, on vous remercierait beaucoup. Très bien. Bien, nous tenons à vous remercier, tout spécialement. On est à la fois dans le futur, dans le présent, et en tout cas, on contribue à cela, à la vérité. Nous avons été interloqués par, aux États-Unis, le nombre de dossiers qui sont remis en cause par la découverte de l'ADN. On m'a parlé de 25% des condamnations pénales avec exécution. Je ne sais pas si le chiffre est exact, mais s'il est exact, on a froid dans le dos. Eh oui. Merci beaucoup. Merci, madame.